Euh, Ça marche, oui? Très bien. Merci beaucoup. Donc là, je vais me situer effectivement dans le champ clinique à partir de mon activité de clinicien. Et je suis très heureux de voir que nous arrivons à une époque où les recherches scientifiques et les représentations, on pourrait quasiment dire basées sur l'expérience des cliniciens, vont peut-être pouvoir se rejoindre. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant de considérer qu'il y a là une occasion renforcée en faveur de la complémentarité de ces approches. Alors, l'enfant et l'adolescent héritier du passé, créateur d'avenir, oui, pour moi, c'est une évidence en tant que pédopsychiatre. Et dans ma pratique clinique, je vais souligner juste un aspect partiel qui va être la confrontation aux enjeux liés à la transmission intergénérationnelle et à l'amnésie qui frappe certaines périodes de la vie. On sait bien que cette amnésie infantile recouvrant les 3 premières années de la vie, c'est très connu. Je pense et je soutiens que l'amnésie juvénile existe aussi d'égale manière et que beaucoup d'adultes ont occulté, mis de côté l'intensité émotionnelle des bouleversements qui les ont affectés au moment de la période pubertaire. Mais ça, c'est pas nouveau, cette question-là. Je cite juste une phrase de Freud dans Malaise dans la civilisation qui abordait le problème de la conservation des traces de l'enfance chez l'adulte, mais aussi des marques des générations passées dans le psychisme de chacun de nous. Et il disait que comme pour Rome ou Pompéi, les traces du passé sont bien présentes, même si elles ne sont pas forcément visibles, et le promeneur n'aperçoit dans leurs pierres emmêlées qu'incohérence. L'archéologue, lui, sait que derrière ces ruines subsiste le passé. Je trouve que cette image de Freud nous illustre bien la façon dont on peut aussi appréhender un certain nombre de manifestations cliniques actuelles, présentées comme actuelles des enfants ou des adolescents, et comment ça renvoie à la question de l'épigénétique en particulier et de la construction progressive de l'être humain à partir des expériences qui l'ont construit, constitué. Alors il y a une question de vocabulaire, plus qu'une différence de point de vue finalement. On parlerait de la même chose, mais dans des langues différentes. Moi, je vais parler des traces de jeunesse, des empreintes, encore que j'ai entendu ce terme tout à l'heure, et des marques que laissent un certain nombre d'empreintes. Alors, tout cela est rendu extrêmement difficile dans l'époque actuelle. En quelques mots, c'est le présent qui domine. On sous-estime le poids des héritages. Martin Heidegger disait « Les ombres de ceux qui furent nous visitent à nouveau, viennent à nous, sont à venir ». On méconnaît ça, on met ça de côté. Et du coup, en méconnaissant le poids des héritages, eh bien, on va perdre les possibilités de transformation de ces héritages qu'il est possible d'envisager. Et on a donc une déstabilisation des humains contemporains, je pense aux adolescents que je vois dans ma pratique clinique, qui est croissante du fait que, comme toujours à cet âge-là, on croit ne rien devoir à ses ascendants, pas question qu'il y ait une dette en famille, mais on retrouve ça dans le monde professionnel, on retrouve ça dans le monde politique, dans le monde en général. On ne doit rien à ceux qui nous ont précédés. On crée le monde ex nihilo. Et ça, c'est une problématique typiquement adolescente qui peut être illustrée de longue date dans le banquet de Platon avec le mythe de l'auto-engendrement. Vous savez, ces boules androgynes qui voulaient remplacer Zeus et prendre sa place et qui, dans leurs prétentions, n'ont pas vu la sanction venir, à savoir que Zeus les a coupées en deux, les a retournées, a retourné la peau et les a obligés désormais, pour pouvoir se développer et continuer de vivre, de retrouver leur moitié. Et qu'à défaut de retrouver cette moitié, ils étaient condamnés à l'impuissance totale. Eh bien ça, cette époque actuelle va pousser beaucoup à ça, ce qui fait que tout ce que l'on a entendu ce matin et que je vois moi dans ma pratique à l'œuvre est difficile à faire passer aujourd'hui. On veut des réponses, on ne veut pas de questions, on veut des réponses rapides, on ne veut pas du long terme. Tout s'inscrit comme ça dans l'actualité.
Alors, à défaut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va répéter ce que l'on ignore sur un plan individuel. Je le vois tous les jours dans ma pratique clinique, comme sur un plan collectif. On répète. Ou alors, on est un héritier fidèle, figé dans la répétition, et on va être condamné finalement à répéter quelque chose que l'on ignore d'ailleurs, hein. Et les traces de jeunesse vont alors pouvoir faire souffrir. Je pense à une jeune fille, pour illustrer mon propos, Marianne, je l'appellerai, qui vient d'avoir ses premières règles. Marianne consulte pour une tache sur la peau de la main qui fait penser à du psoriasis. Elle va voir son dermatologue. Elle n'avait jamais eu de ces manifestations auparavant. Le dermatologue qui la reçoit est très troublé par son caractère très inhibé, elle trouve qu'elle ne va pas bien et lui conseille de me consulter. Elle vient me consulter pour cette seconde raison, plus que pour ce psoriasis. Il ressort de ses relations avec sa famille qu'elle n'est, là je vous passe les détails des entretiens que nous avons eus, mais pas très nombreux, qu'elle n'est jamais allée seule chez ses grands-parents paternels. Elle ne s'est jamais posé de questions à ce sujet, alors qu'elle va habituellement non accompagnée chez des oncles, des tantes ou les grands-parents maternels. Cette particularité m'incite à recevoir ses parents. En sa présence, son père, dans un grand moment d'émotion, me raconte qu'il a été victime de violences sexuelles de la part de son père alors qu'il était jeune garçon. La grand-mère, qui savait, ne disait rien. Le père de Marianne, à 17 ans, a pu faire reconnaître les faits officiellement, étant alors en situation de victime. Et il développa à ce moment-là un psoriasis. La dénonciation des violences subies s'était accompagnée d'une tache sur la peau. Après avoir entendu son père, puisqu'elle était présente lors de cet entretien, Marianne assiste, dans les semaines qui suivent, à la disparition rapide de son psoriasis, entre guillemets. La tache qui venait d'apparaître sur sa main était celle, interprétation hâtive, du secret paternel, signe du secret, mais aussi de l'ouverture à la parole. Elle maintenait ainsi visibles les traces d'une histoire passée à la mesure de la méconnaissance dans laquelle elle était à son sujet. Alors, je pense aussi à un jeune homme que j'avais vu dans le cadre d'expertise psychiatrique, parce que ce jeune homme qui avait 16 ans, non 18 ans, tout juste, avait violé une femme à la sortie du RER un soir d'hiver. Il l'avait plaquée dans un fourré, l'avait violée sans aucune préméditation. Et quand je le reçois et que je lui demande ce qui s'était passé avant, qu'est-ce qu'il avait comme idée, il me dit qu'il n'en avait aucune, il n'y avait absolument aucun projet de cet ordre. Une sorte de passage à l'acte qui le sidérait, dont il ne comprenait rien. Ce jeune homme, on apprend au cours de l'instruction que son père, celui qu'il croyait son père, ne l'était pas. Il avait été élevé donc par un couple, sa mère et cet homme. Sa mère était une femme qu'il avait pendant toute son enfance éduquée à haïr les femmes, se mettant en situation devant lui absolument difficile pour lui, ce petit garçon. Et il apprend donc dans le cours de l'instruction de son affaire que son père il s'était séparé, sa mère s'était séparée de lui alors qu'elle était enceinte de lui de 3 mois, puisqu'il avait violé une femme et qu'il était incarcéré depuis, parce que ce viol s'était accompagné de violences très graves. Et c'est ainsi qu'il apprend de quel père il est le fils par le biais de cet acte. On imagine là quelle prévention aurait été possible et utile pour éviter ce passage à l'acte de ce garçon s'il avait connu un tout petit peu mieux son histoire. Donc, on a comme conséquence l'idée qu'il va falloir tenter de restaurer des liens. Alors, moi, ça va être le vocabulaire que je vais utiliser, de restaurer des liens entre une histoire passée et une histoire actuelle. Jean-Paul Sartre disait « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que l'on a fait de nous ». Et donc, il va falloir, dans le travail clinique et thérapeutique, essayer de tenter d'aboutir à une sorte de réactualisation des mouvements enfouis, inconscients, soit dans le transfert du travail quand on est en position de psychanalyste ou de psychothérapeute, mais aussi à travers des traces du passé. Certains professionnels vont amener, je pense aux expériences qui étaient faites au foyer de Vitry du temps de Stanislas Tomkiewicz, par exemple, où des reconstitutions de passé, ramener un jeune en grande errance et en grand décrochage social, familial et scolaire vers des traces d'un passé qu'il n'a plus en tête et qui vont faire remonter à travers des objets, des souvenirs, des lieux, un certain nombre de souvenirs qui vont
permettre qu'il se devienne propriétaire de son histoire et non pas dans cet état d'errance. Seules les traces font rêver, dit René Char. Comme elles peuvent entraver ces traces-là, on voit bien quelle place elles occupent dans la destinée humaine. Alors, je terminerai en disant que c'est sans doute un des éléments que nous avons à prendre en compte, c'est-à-dire réinstaller, et je trouve que les recherches actuelles du côté de l'épigénétique sont importantes et intéressantes à ce point de vue-là, essayer de réinstaller le sujet humain en construction dans son histoire pour qu'il puisse occuper une place qui ne soit ni celle de l'aliénation ou de la fidélité obligée ou de la rupture par contraste, quitte à aller dans le mur. Et donc ça va être, je pense, un des éléments importants, mais pas du tout dans le sens du moment. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci infiniment, Patrice Huet.